pillages, de violences telles que nous les avons vécues la semaine dernière. Malgré quelques tensions, notamment à Nice, Montpellier ou en fin de cortège à Paris, nous avons vécu un samedi relativement calme et pacifique. Le dispositif sécuritaire renforcé, mis en place par le gouvernement, a semble-t-il eu un effet dissuasif, mais la partie est-elle gagnée pour autant pour le gouvernement ? Un gouvernement qui a vécu une semaine de tempête, polémique sur les retraites, crise politique avec le Sénat, passe d'armes sur le rôle de l'armée dans la gestion du maintien de l'ordre. Emmanuel Macron croyait se sortir de la crise grâce au grand débat. Eh bien, il n'en est pas encore tout à fait là, d'autant qu'on attend toujours ces solutions politiques. Pas avant mi-avril, semble-t-il, peut-être un peu tard. Et puis, que faut-il attendre spécifiquement pour les jeunes? Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous êtes en charge spécifiquement de la jeunesse. Nous allons évoquer avec vous évidemment les grands sujets d'actualité, mais aussi vos dossiers et en particulier le service national universel, parce que vous allez commencer à l'expérimenter dès l'été. Et nous avons plein de questions concrètes à vous poser. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Et Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. Damien Fleureau qui vous pose la première question. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. On a effectivement vu hier un dispositif sécuritaire exceptionnel, notamment sur les Champs-Élysées, avec tout ce que cela implique au niveau de l'image que cela renvoie de notre capitale, de l'activité aussi économique en forte baisse sur ces zones ultra sécurisées. Combien de temps peut-on laisser perdurer cette situation ? Hier, c'était une démonstration claire qu'avec des consignes claires sur toute la ligne de hiérarchie et avec des moyens adaptés, on arrive à concilier le droit de manifester et la sécurité dans notre pays. Il y a eu une manifestation, vous l'avez dit, manifestation qui était déclarée, qui était autorisée d'Enfer Rochereau à Montmartre. Il y a eu un samedi calme à Paris, vous l'avez dit, mais ce samedi calme, il n'est pas le fruit du hasard ou des manifestants eux-mêmes. Il y a eu un dispositif policier qui était adapté. Dès le départ du cortège, vous avez des personnes qui ont essayé de s'en désolidariser pour faire des violences. À la fin du cortège, 800 personnes qui sont parties un peu errer dans les rues et qui ont essayé de mettre le feu à des poubelles, par exemple. Et on n'a pas vu les scènes, effectivement, qu'on a vues la semaine dernière, parce qu'on a réussi avec un dispositif adapté. Donc on recommence ça samedi prochain, 6000 hommes mobilisés. Mais tant qu'il y aura des émeutiers, des casseurs, des gilets jaunes qui viennent pour la violence, il y aura un dispositif adapté pour maintenir l'ordre à Paris. Et c'est vrai que c'est un dispositif lourd. Et c'est vrai que c'est dur pour les policiers. On a vu hier qu'il y a un policier qui a fait un arrêt cardiaque, place de la République. Pas que pour les policiers, pour les habitants. Mais c'est dur pour tout le monde. Mais vous avez des personnes qui sont là pour maintenir l'ordre et qui, c'est vrai, on leur en demande beaucoup. Et moi, je veux leur rendre hommage. Parce que vous avez des émeutiers, des manifestants qui viennent avec un seul objectif, c'est faire courir les flics, comme ils disent. Et c'est vrai que ça fatigue un certain nombre de personnes. Et donc, il faut aussi penser à eux. Et moi, je veux leur rendre hommage ce matin. Nicolas Barré. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était très affaibli par cette affaire. Est-ce qu'il est encore réellement crédible? Puisque, au fond, ce sont des hauts fonctionnaires qui ont payé pour les débordements d'il y a une semaine, le directeur de cabinet du préfet de police, le préfet de police lui-même, mais pas le ministre. En gros, on fait payer les lampistes et on protège ses amis politiques. C'est la nouvelle façon de faire de la politique. La semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des consignes qui avaient été données par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, et qu'elles n'ont pas été transmises jusqu'au bout de la chaîne par la préfecture de police de Paris. Vous avez d'ailleurs des policiers, je les ai écoutés hier, des syndicalistes qui sont intervenus en disant « Là, on avait des consignes claires. Là, on savait ce qu'on nous demandait de faire. On nous a donné une latitude aussi pour agir et pour s'adapter à la situation sur le terrain. » Donc, on voit qu'il y a eu un problème dans la chaîne. Mais les consignes de permanence du gouvernement... C'est au ministre de vérifier que les consignes sont bien passées dans toute la chaîne hiérarchique. Évidemment, c'est ce qu'il a fait. Et on a constaté qu'elles n'avaient pas été passées. Et donc, il y a des décisions qui ont été prises. On voit que hier, avec le respect des consignes, avec une chaîne qui était entièrement bordée, on a obtenu un maintien de l'ordre et un cadre apaisé pour les manifestations. Donc il a sauvé sa tête hier, Christophe Castaner. Mais je ne crois pas qu'elle ait été en jeu. Christophe Castaner, il est ministre de l'Intérieur, il est arrivé au gouvernement, au ministère de l'Intérieur dans une situation extrêmement difficile, avec un mouvement social dont la forme était inédite, avec des enjeux de maintien de l'ordre extrêmement forts. Certes, mais il a failli à un certain nombre de samedis, il a failli dans le dispositif de sécurité qui avait été mis en place. Peut-être parce que ces consignes n'ont pas été respectées, mais c'est bien lui qui n'a pas été entendu. Le dispositif la semaine dernière, effectivement,
effectivement avait failli parce que les consignes n'avaient pas été respectées. On en a tiré les conséquences, on a adapté notre dispositif et aujourd'hui les consignes sont transmises d'un bout à l'autre de la chaîne. On a aussi adapté le dispositif parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, on ne peut pas considérer que c'était ce qui se passait toutes les semaines depuis maintenant 3 mois. Vous aviez beaucoup plus de casseurs, beaucoup plus de violents. Il y avait 1500 black blocs et des milliers de manifestants pseudo-pacifistes qui étaient venus pour casser et pour violenter. Mais il reste un fait, on peut tourner autour, mais in fine, c'est bien le ministre qui est responsable de ce qui se passe et qui est responsable de la sécurité. Or, il n'a pas été mis en cause. Il a fait preuve d'une grande responsabilité. En tout cas, il l'a encore démontré hier avec un dispositif qui a fonctionné. Moi, je pense qu'il ne faut pas de faux débats. Je pense que chacun constate que c'est une situation extrêmement difficile, qu'on n'a peut-être jamais vu une telle violence, une telle mobilité de casseurs qui essayent d'errer dans les rues pour aller casser et que ça nécessite une adaptation permanente de nos modes de maintien de l'ordre. Et Christophe Castaner, il est au rendez-vous de cette nécessité. Il l'a encore montré hier. Et moi, ce que je veux dire, c'est que n'écartons pas les vrais débats. Le vrai débat, c'est qu'aujourd'hui, on a des personnes qui, samedi après samedi, considèrent qu'elles peuvent venir casser et qu'elles mobilisent des forces de l'ordre qui manquent à la sécurité du quotidien des Français. Et donc, effectivement, il faut que ça s'arrête et il faut qu'on arrive à faire en sorte que ces personnes ne s'autorisent plus ce genre d'action. Gabriel Attal, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé cette semaine ? Mercredi, à la sortie du Conseil des ministres, Benjamin Griveaux a annoncé que la mobilisation de la mission Sentinelle serait renforcée dans le cadre des manifestations et tout le monde a cru comprendre, et notamment Jean-Luc Mélenchon, que du tout coup c'était un changement de doctrine, que finalement l'armée, qui jusque-là était cantonnée à nous défendre contre le terrorisme, eh bien serait appelée à gérer le maintien de l'ordre. Et puis, du coup, le président en personne a dû dire vendredi « Non, c'est un faux débat ». En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une erreur de communication ou c'est un rétro-pédalage devant le tollé politique qui a été suscité par cette annonce de Benjamin Griveaux ? Ni l'un ni l'autre. Je crois que vous avez tout résumé dans votre question, à ceci près que vous avez cité Jean-Luc Mélenchon, mais qu'un certain nombre d'oppositions n'ont pas cru que les armées allaient faire du maintien de l'ordre. Elles ont essayé de le faire croire aux Français. Elles ont menti aux Français gravement. J'en ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire ne respectez pas l'ordre de tirer. Comment est-ce qu'on peut imaginer en France que le gouvernement demande aux militaires de tirer sur la foule ? Le gouvernement militaire de Paris, le gouvernement militaire c'est pas ce qui se passe en France de Paris a dit sur une antenne vendredi matin, si effectivement on est dans une situation qui pourrait mettre notre vie en danger, nous tirons parce que... Le gouverneur militaire de Paris a dit qu'aujourd'hui, quand un soldat de la force Sentinelle est attaqué et craint pour sa vie, il réplique. Mais c'est le cas aujourd'hui quand il fait de la lutte contre le terrorisme face à un site sensible. Tout ça, je le dis sous le contrôle du président de la commission de la défense de l'Assemblée qui est avec moi ce matin, Jean-Jacques Bridet. Tout a été clair dans ce qu'on a dit. Mais il y a eu de l'instrumentalisation. Ça a été dit clairement par Benjamin Griveaux, ça a ensuite été réaffirmé par le Premier ministre, par Florence Parly dans une interview vendredi matin. Très concrètement, qu'est-ce qu'on a dit ? Sauf que les hautes autorités militaires s'en sont émues également parce qu'elles n'ont pas bien compris où vous les emmeniez à ce moment-là. Mais je pense que certains ont jeté du trouble, notamment dans l'opposition. Mais ce qu'on a dit qui était très clair, c'est que vous avez aujourd'hui une lutte contre le terrorisme en France, notamment pour protéger des sites sensibles, les institutions, les gares, les aéroports, etc. Et cette protection, elle est assurée par des soldats de Sentinelle et par des policiers. Et ce qu'on a dit, c'est que les samedis, parce qu'on a besoin des policiers pour faire du maintien de l'ordre dans les manifestations, on allait renforcer un peu Sentinelle sur cette mission pour dégager des moyens de policiers pour faire du maintien de l'ordre. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Hier, vous aviez un peu plus de soldats de Sentinelle devant ces institutions. Sincèrement, il n'y a pas eu une surcommunication pour dire ce sera encore plus sécuritaire que d'habitude. Franchement, moi j'ai été très attentif à ce qui a été dit. Il y a eu une surcommunication et une surinstrumentalisation des oppositions. Et c'est totalement irresponsable ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il cherche l'escalade des violences. Jean-Luc Mélenchon, il aimerait, je pense, qu'on ait un accident grave dans une manifestation. Si quelqu'un venait à décéder dans une manifestation, je ne suis pas sûr qu'il le regretterait. En tout cas, je pense que ça servirait, sa course à l'escalade et sa course à l'instrumentalisation. Et nous, on veut lutter contre ça. C'est pour ça que j'espère avoir été clair sur cette question. Damien Fleuron. Donc depuis plusieurs semaines, on assiste à un essoufflement de ce mouvement des Gilets jaunes, même si hier, il y a eu peut-être un regain de participation, mais rien à voir par rapport au premier samedi du mois de novembre ou du mois de décembre. On a appris il y a quelques jours que l'un des leaders de ce mouvement, Benjamin Cauchy, va rejoindre la liste pour les européennes en position éligible de Nicolas Dupont-Aignan. Aujourd'hui, que représente ce mouvement des Gilets jaunes ? Est-ce qu'il est en train de se transformer ? Vous aviez au départ, en novembre, un mouvement social, populaire,
je pense qu'on peut le dire, face à une hausse de taxes, mais plus globalement sur l'abandon d'un certain nombre de territoires et avec les revendications qu'on connaît. Il y a eu des premières annonces du président de la République, et je veux les rappeler. Le 10 décembre, 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Oui, mais c'était attendu. Avec la défiscalisation des heures supplémentaires qui va arriver, avec l'annulation de la hausse de CSG pour un certain nombre de retraités, avec la hausse de la prime d'activité, avec la fameuse prime Macron qui a été versée à 2 millions de salariés. Ces gilets jaunes qui continuent de manifester. Aujourd'hui, il reste un petit socle. Vous avez dit qu'il était en augmentation. Il y avait 40 000 personnes dans la rue hier. 40 000. C'est 4 fois moins que dans la marche pour le climat la semaine dernière. C'est, je ne saurais même pas dire combien, mais c'est beaucoup moins que le million de personnes qui a manifesté hier en Grande-Bretagne pour dire non au Brexit. Il faut remettre les choses à leur place. Et donc, c'est un socle qui se survit à lui-même, qui manifeste pour lui-même. C'est des extrémistes, vous diriez ? Je pense qu'il y a une part d'extrémistes, il y a une part d'anarchistes, il y a une part de casseurs. Il y a peut-être des personnes qui sont très en colère. Mais en tout cas, on voit bien que les revendications, elles ont un peu disparu de ces mouvements-là. Et qu'aujourd'hui, c'est contre la République parfois, contre le pouvoir en place d'autres fois, au mépris d'ailleurs de la démocratie et des élections qui ont eu lieu. Mais c'est un mouvement qui se survit à lui-même pour lui-même. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de répondre aux attentes, aux inquiétudes, aux angoisses des Français, qui, c'est vrai, ont été exprimées le 17 novembre. Le 17 novembre, c'est le couvercle d'une cocotte minute qui bouillait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui a sauté. Et nous, on n'a pas l'intention de le refermer en considérant que finalement, voilà, il n'y a plus grand monde dans la rue et qu'on le referme. C'est pour ça qu'on a mis en place le grand débat national et c'est pour ça qu'on va répondre avec une seconde réponse politique après les annonces du 10 décembre du président de la République. Alors on va venir effectivement sur ces réponses politiques et notamment sur la jeunesse, puisque Gabriel Attal, vous êtes secrétaire d'État chargé de la jeunesse, vous êtes l'invité du grand rendez-vous, on se retrouve dans un instant. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Ah, je suis trop content d'aménager ces combles. Moi aussi. Eh, dis, t'en penses quoi de cette couleur pour les murs? Et regarde un petit meuble là. Ouais, c'est pas mal, mais si on faisait entrer d'abord la lumière naturelle, c'est l'essentiel ça. Ah oui, t'as raison. D'ailleurs, en ce moment, Velux rembourse jusqu'à 300 € pour 3 fenêtres Velux posées dans la même pièce. Mais c'est maintenant ou jamais. La lumière, ça va déjà agrandir la pièce et puis on aura tout le temps pour réfléchir à la peinture après. Faites le plein de lumière. Incroyable. Velux rembourse jusqu'à 300 € pour 3 fenêtres installées dans la même pièce. Valable jusqu'au 18 juin 2019, conditions sur velux.fr. Avec Peugeot Professionnel, vos exploits sont quotidiens. Déplacer plus d'une tonne sans effort vous paraît compliqué? Avec le Peugeot Boxer, jusqu'à 17 mètres cubes de volume utile et jusqu'à 1,6 tonne de charge utile, transportez vos chargements volumineux, même palettisés. Le Peugeot Boxer Premium Pack avec navigation est à partir de 189 € hors taxe par mois avec 3 ans d'entretien offert. Crédit by 36 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par premier loyer 2 960 € hors taxe. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Viva Technologie, le rendez-vous mondial des startups et de l'innovation est de retour. Cette année encore, plus de 100 000 visiteurs venus du monde entier sont attendus du 16 au 18 mai. Dernières innovations tech, expériences immersives et rencontres avec les meilleurs start-upers et leaders internationaux. Viva Technologie, du 16 au 18 mai 2019 à Paris. Réservez votre passe à tarif préférentiel sur vivatechnologie.com. Leclerc. Mathilde, il paraît qu'ils sont très bien les gels douche Sanex. Maman, tu fouilles dans mon armoire de salle de bain? Dermoprotecteur, dermosensitive, dermo-hypoallergénique, ça va pour vous? Avec 40% de réduction chez Leclerc? Sur du Sanex? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 19 au 30 mars, le lot de 2 flacons de gel douche Sanex de 500 ml variété au choix avec 40% de réduction immédiate est à 3,74 €. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Dis, je peux me prendre une petite douche? Maman! Du 14 au 31 mars, les ventes privées Seat sont de retour. Venez profiter d'offres d'exception sur une sélection de véhicules disponibles tout de suite. Comme notre Seat Arona Urban avec une remise on ne peut plus épatante, jusqu'à moins 15%, imaginez. Bon, je parle pas parce que ce sont des ventes privées, alors pour faire partie des privilégiés, inscrivez-vous vite sur seat.fr. Offre particulière pour toute commande d'un véhicule disponible sur le site des ventes privées Seat avant le 31 mars selon stock. Inscription et conditions sur seat.fr. Ah, si votre partenaire Seat vous y a déjà convié, inutile d'écouter ce que vous venez d'entendre. J'ai gagné! Pour changer les portes et fenêtres à la maison, j'ai tapé monprojet.lu.fr et j'ai gagné une offre hallucinante, regarde! Mais avec Renaer, c'est 100% gagnant. Et tu peux même te faire rembourser ton projet jusqu'à 5 000 €. Jusqu'au 29 mars avec Renaer Aluminium, changez vos portes et fenêtres en vous connectant sur monprojet.lu.fr. Conditions chez nos menuisiers agréés. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.
Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé de la jeunesse et l'invité du grand rendez-vous. Une question de Nicolas Barré. Oui, alors justement, la jeunesse était relativement absente des contributions au grand débat. Donc, vous êtes le ministre en charge de la jeunesse. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'elle ne se soit pas mobilisée, que les jeunes ne se soient pas mobilisés davantage finalement? Moi, je dirais pas ça. C'est vrai, quand on a lancé le grand débat, on a eu une inquiétude de participation quand même. On a eu une inquiétude sur le fait que dans les réunions d'initiative locale, c'est plus de 10 000 réunions qui ont eu lieu sur le territoire, on a eu l'inquiétude qu'il y ait peu de jeunes. Et de fait, il y a eu peu de jeunes dans ces réunions-là. Mais moi, ça ne m'a pas surpris. Vous savez, quand vous êtes jeune, aller dans une réunion où il y a beaucoup de monde, des moins jeunes, qui souvent s'appuient sur leur expérience, sur leur vécu pour s'exprimer, on peut se dire, est-ce que je suis vraiment légitime pour parler? Et ça peut être un peu intimidant. Il peut y avoir un phénomène d'autocensure. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi depuis le lancement du grand débat? C'est dire, il faut d'abord mobiliser des réseaux associatifs qui ont l'habitude de recueillir la parole des jeunes. Et c'est ce qu'on a fait avec les MJC, avec la Jeune Chambre économique, avec un collectif d'associations étudiantes, AnimaFac, avec toutes ces associations qui ont recueilli la parole des jeunes. Et tous les jours en France, il y a eu des réunions du grand débat dédiées aux jeunes. Combien de personnes, vous avez une idée de combien de personnes du coup ça a concerné dans cette jeunesse? C'est très compliqué de le chiffrer. Il y en a eu beaucoup sur le territoire. Moi-même, j'en ai fait beaucoup. Je suis allé un peu partout en métropole. Je suis allé sur l'île de la Réunion pour faire des réunions grand débat avec des jeunes. C'était passionnant. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que hier, avant-hier, à Aix-en-Provence, il y a eu la conférence citoyenne des jeunes. Vous savez que dans tout le pays, dans chaque région, on a mis en place une conférence citoyenne avec des Français tirés au sort, représentatifs de la population, pour faire des constats et des propositions. Alors justement, et moi, je me suis battu dès le départ pour qu'il y ait une réunion spécifique aux jeunes, là aussi pour libérer la parole. Vous êtes ministre, vous êtes jeune, quelles sont vos préconisations, vos recommandations, les mesures que vous souhaitez voir mises en œuvre à l'issue de ce grand débat national, notamment pour les jeunes en particulier? Je pense qu'il y a plusieurs sujets. D'abord, moi, ce que je veux pas laisser penser que finalement les jeunes ne sont intéressés que par des mesures jeunes, entre guillemets. Il n'y a pas d'un côté le menu pour tout le monde et le menu enfant pour les jeunes. Les jeunes, ils sont intéressés par les enjeux de fiscalité, par les enjeux de transition écologique. C'est peut-être même l'enjeu qui les mobilise le plus. Moi, c'est ce que j'ai vu dans les réunions que j'ai faites. Donc, il y a ces questions d'abord transversales qui traversent toute la société, et la question du climat, elle est fondamentale chez les jeunes. On l'a vu dans leur mobilisation. Donc, c'est pas vrai de dire que les jeunes ne sont pas intéressés, pas mobilisés. Il y avait des centaines de milliers de jeunes dans la rue la semaine dernière pour le climat. On va en parler, mais par exemple, sur la fiscalité, ils sont intéressés aussi par la justice fiscale et sociale? Bien sûr, ils sont aussi intéressés par ces questions-là, de même qu'ils sont intéressés par les services publics, ils sont intéressés par la démocratie. Que proposez-vous? Moi, déjà, j'ai fait des propositions au président de la République, et je ne vais pas vous dire ici les propositions que je lui ai faites. On est dans un cadre de travail interne, mais je pense qu'il y a plusieurs pistes. Je pense qu'il y a d'abord un enjeu sur les conditions de vie des jeunes. Comment est-ce qu'on fait pour que des jeunes qui sont aujourd'hui dans une situation de grande précarité ne le soient plus et puissent être dans un vrai parcours d'insertion? Par des allocations, par une bourse, par... Pas forcément des allocations, mais en tout cas simplifier les aides auxquelles ont droit les jeunes aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, la population qui renonce le plus aux aides auxquelles elle a droit, c'est les jeunes. Et donc moi, je pense qu'il y a un chantier de travail avec le revenu universel d'activité qui a été annoncé par le président de la République dans le plan pauvreté, qui vise à rassembler les aides pour qu'il y ait une aide unique à laquelle les personnes qui en ont besoin ont recours. Aujourd'hui, il est prévu que ça démarre à 25 ans. Je pense qu'on peut s'interroger sur le fait de l'ouvrir plus tôt aux jeunes, c'est-à-dire à partir de 18 ans. Il y a une question qui est posée pour les jeunes étudiants qui travaillent, par exemple. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit à la prime d'activité, parce qu'il faut travailler à 80% pour avoir droit à la prime d'activité. Quand vous êtes étudiant et que vous travaillez à 80%, objectivement, c'est assez compliqué. La plupart travaillent à mi-temps ou à tiers-temps. Est-ce qu'on peut regarder dans quelle mesure on peut adapter le dispositif à ces jeunes pour qu'ils puissent avoir ce coup de pouce, même s'ils ne travaillent pas à 80%? Vous voyez, des choses très, très concrètes. Ça, ce sont des mesures que vous proposez qui ne sont pas actées encore aujourd'hui comme solution au grand débat par le président de la République. Aujourd'hui, il y a un cadre de travail et rien n'est acté, parce qu'on est aussi respectueux de la procédure du grand débat et que toutes les voix doivent s'exprimer. Après, il y a un enjeu aussi sur l'accompagnement, l'orientation et le mentorat des jeunes. Moi, je crois beaucoup au mentorat. Je crois beaucoup. C'est-à-dire que je crois que des jeunes qui naissent et qui grandissent dans un quartier difficile ou dans un territoire très rural, qui n'ont pas accès au même accompagnement que les autres, il faut un dispositif innovant pour les accompagner et pour les suivre pendant les années cruciales de leur vie. Il y a des associations aujourd'hui déjà qui font ça. Il y a des associations qui le font. Il y a une association qui fait ça très bien, qui s'appelle Chemin d'avenir. Et moi, je pense qu'on peut s'inspirer aussi de ce qui est fait avec ces associations, potentiellement pour étendre l'échelle et pour mobiliser aussi les moyens que nous avons, nous, l'État. C'est-à-dire chaque jeune dans un quartier de banlieue ou un territoire rural pourrait être suivi par une personne, c'est ça que vous nous dites? Je pense qu'il faut regarder effectivement pour que dans les quartiers les plus difficiles ou les territoires les plus ruraux, qu'à 16 ans, les jeunes
se voit attribuer un mentor. Mais ce serait qui ce mentor ? Qui pourrait être, si nous, les associations se mobilisent, pour notamment faire venir des personnes du secteur privé, des cadres, etc. Je pense que nous, on pourrait demander aux fonctionnaires de faire ce travail-là avec les jeunes. Ça aurait aussi un intérêt pour les hauts fonctionnaires de mesurer, alors ils le font déjà, mais mesurer aussi concrètement dans des territoires difficiles la vie quotidienne de jeunes qui n'est pas facile pour trouver sa voie, pour s'insérer professionnellement. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi cette piste-là intéressante à explorer. Après, les jeunes, ils font des propositions sur, je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les sujets. Sur la question de la transition écologique, c'est le sujet qui les mobilise le plus. On l'a encore vu à Aix ce week-end. On sur va la question de la juste sur les pistes, la mobilité par exemple. Il se trouve que le permis de conduire aujourd'hui coûte cher, plus d'un SMIC. Est-ce que là, vous avez des propositions précises à faire en la matière ? Oui, le permis de conduire aujourd'hui, ça coûte cher. C'est 1 800 € en moyenne, je crois. Il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas se le payer. Et objectivement, c'est pas juste le permis de conduire, c'est tout ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai rencontré des jeunes dans des territoires qui ne pouvaient pas aller saisir un emploi ou une formation parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer, parce qu'ils n'avaient pas le permis, parce qu'ils ne pouvaient pas se le payer. Donc il faut répondre à cette situation-là. Et donc ? Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est que j'ai déjà annoncé, le président de la République l'avait demandé, que dans le cadre du service national universel, sur lequel on va revenir, je crois, dans la phase obligatoire, qui est la première phase, on donnera gratuitement le code à tous les jeunes. Alors donner gratuitement, il faudra quand même qu'ils le réussissent. Mais en tout cas, ils pourront ça sera pris en charge, ils pourront le passer sans frais. La question qui se pose ensuite, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ça coûte moins cher, voire que ça ne coûte plus, de passer la pratique. Et ça fait partie des sujets de travail. C'est ça qui est cher, c'est pas tellement le code. Le code, dans le forfait permis de conduire, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc déjà, s'il n'y a plus ça à payer, c'est déjà bien. Après, la question, c'est la pratique. Et là, on travaille aussi à faire des propositions en ce sens. Alors, on va revenir sur, vous l'avez dit, une des préoccupations de cette jeunesse, c'est le climat. Ils étaient très nombreux, peut-être pas très nombreux dans les débats, mais en tout cas très nombreux lors de la marche pour le climat. Comment est-ce que vous allez répondre à ces jeunes sur les efforts que nous sommes tous capables de faire sur la transition écologique, alors on voit bien qu'une majorité de Français aujourd'hui, 77% je crois, selon un sondage qui a été publié cette semaine par les Échos, disent pas question de rétablir la taxe carbone. Je pense que d'abord la question ne se pose pas chez les jeunes dans ces termes-là de savoir si la priorité c'est de rétablir la taxe carbone. Ce que les jeunes demandent, c'est qu'on aille vers un modèle de transition. C'est qu'on transite vers un modèle qui est moins consommateur d'énergie, qui gaspille moins les ressources, qui fait moins surchauffer la planète. C'est ce qu'on a vu dans la manifestation. La taxe carbone, c'est justement à inciter les comportements vers ça. Il y a peut-être des solutions plus intelligentes. On a vu en tout cas que celle-là n'était pas la plus intelligente, vu ce qu'elle a provoqué dans l'opinion. Donc on l'abandonne complètement. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait des hausses de fiscalité en sortie du grand débat. Je l'ai déjà dit. Donc je pense qu'il y a d'autres pistes, notamment le fait d'aider davantage à la transition, à prendre des mesures. Moi, c'est quelque chose qui remonte beaucoup quand je parle avec les jeunes et que j'ai vu dans la manifestation à laquelle j'étais avec Brune Poirson, à faire des choses très concrètes sur la question du plastique, du suremballage. On voit aujourd'hui une course absolument hallucinante à l'emballage avec du plastique qui se retrouve dans les océans, qui pollue et qui tue des espèces entières dans la mer. Donc comment est-ce qu'on arrive à sortir de ça ? Ça fait partie de nos sujets de travail. Mais vous parliez de votre présence dans la manifestation aux côtés notamment de Brune Poirson, votre collègue du gouvernement. Au même moment, les députés de votre majorité présidentielle votaient un amendement dans le cadre de la loi Pacte repoussant de 3 ans l'interdiction de fabriquer des pesticides par des entreprises françaises, des pesticides qui sont ensuite vendus hors de l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un dédoublement de votre personnalité là, un petit peu? Expliquez-nous, Gabriel. Non, mais là c'est pareil, je pense qu'il faut expliquer clairement les choses, et d'ailleurs les députés qui sont ici pourraient vous l'expliquer aussi. Ce décalage de calendrier, il se fait par rapport à quoi? Par rapport à une interdiction que nous-mêmes, majorité, on a adoptée et on va plus loin que les autres pays européens. C'est une adaptation d'une mesure qui va plus vite que d'autres pays européens qu'on a prise. Alors, la question que vous me posez, c'est de savoir si moi, je souhaiterais, et si tout le monde souhaiterait qu'on puisse en sortir le plus vite possible. Évidemment, mais la question, c'est qu'il faut prendre tous les faits. Barbara Pompili c'est ému de ce choix, mais, député de votre majorité. Je ne pense pas qu'il y ait un seul député de la majorité qui ne souhaite pas qu'on accélère la transition et qu'on permette de sortir plus vite des pesticides, du plastique, etc. Mais il faut prendre tous les enjeux. Vous savez, moi, quand j'étais député, je me souviens qu'on avait eu le débat sur le plastique, par exemple. On a voté une interdiction du plastique jetable pour 2021. Où là aussi, on va plus vite que nos voisins. Et moi, je souhaitais... J'ai une fibre aussi très écolo, je souhaitais qu'on aille plus vite et qu'on dise on le fait tout de suite. Et il y avait à côté de moi à l'Assemblée une députée de la Nièvre
qui m'a dit, mais tu sais, on peut le voter, mais ça veut dire que dans ma circonscription, il y a une usine de 500 salariés qui ferme demain. Parce que la réalité, c'est qu'on a des modèles de production qu'il faut adapter. La réalité, c'est que vous avez des milliers de salariés en France qui sont dans ce modèle existant aujourd'hui, qui n'ont pas forcément choisi, qui sans doute, eux, ont aussi les mêmes convictions écolo. C'est fait aussi une politique de petits pas, c'est ça qui nous est aujourd'hui reproché, notamment par la jeunesse. Je ne dirais pas que c'est une politique de petits pas. On va plus vite que nos voisins. Et ça, il faut le dire. On va plus vite que nos voisins, mais on adapte et on fait en sorte de former les salariés qui sont aujourd'hui coincés, entre guillemets, dans un modèle, vers un autre modèle. On a annoncé qu'on allait fermer l'ensemble des centrales à charbon en France à horizon 2022. On va fermer l'ensemble des centrales à charbon. Aujourd'hui, les centrales à charbon, elles produisent autant de CO2 que 4 millions de voitures. On va les fermer en 2022. C'est pas des centrales qui sont en fin de vie, hein. Et puis il y a des salariés qui sont à l'intérieur. Mais on met le paquet pour les former. L'Allemagne, qui se lance un peu dans les mêmes opérations, elle les fermera en 2039. 39 ou 35, mais en tout cas dans 10 voire 15 ans. Donc on voit qu'on va beaucoup plus vite que nos voisins européens. Donc l'investissement, il est là, mais il faut à la fois se donner des objectifs ambitieux et il faut mettre les moyens pour y parvenir. François Hollande, dans le dernier quinquennat, il a été élu en disant « je vais fermer la centrale de Fessenheim ». 7 ans plus tard, la centrale de Fessenheim, elle est encore ouverte. Ouais. Donc c'est bien de se donner des objectifs clairs, c'est bien aussi de faire en sorte d'y parvenir. On voit bien que cette question de l'énergie est au cœur des débats, puisque l'affaire des Gilets jaunes a démarré aussi avec un problème de hausse des prix de l'essence. Le régulateur de l'énergie propose, par exemple, d'ici juin, une augmentation de 5,9% des tarifs de l'électricité. Est-ce que vous ne craignez pas que ça crée de nouveau un embrasement? Moi, je souhaite qu'à la sortie du grand débat, on se donne un cadre qui permet de maintenir le pouvoir d'achat des Français. Donc il faudra regarder cette question. Je n'ai pas connaissance de cette demande précisément. Mais évidemment, il faut regarder les conditions pour faire en sorte que ça coûte moins cher aux Français de se chauffer, de se déplacer et de se... Là, c'est pas la tendance. Bah, la tendance, c'est aussi une question politique. Les prix du pétrole montent, les prix d'électricité vont monter. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut accompagner, aider davantage ceux qui sont dans la précarité, ceux qui n'ont pas forcément le choix et les possibilités d'aller vers autre chose. Et ça peut être une des sorties du grand débat. On a aujourd'hui une fiscalité qui est existante, qui permet des recettes. Comment est-ce qu'on en oriente davantage vers la transition et vers l'accompagnement de ceux qui en ont besoin. Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé de la jeunesse, est l'invité du grand rendez-vous. On va parler de la semaine politique un petit peu compliquée vécue par le gouvernement. On se retrouve dans un instant. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Europe 1. Immortaliser l'instant quand tout s'emballe. On rejoint notre envoyé spécial sur place. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Avec Humanité, Nikos Aliagas vous informe. Vous êtes où ce matin, Carole? Eh bien, je suis dans une halte garderie. Faire le point quand c'est un peu flou. Place à l'enquête de la rédaction, Europe 1 va plus loin. Des éclairages techniques. En tapant sur la France, les deux affreux Jojo du gouvernement italien tapent juste. Notre matinale info, c'est 2 heures au cœur du monde, de notre société, de votre quotidien. Nikos Aliagas vous informe. On se retrouve demain de 7h à 9h sur Europe 1. Oui, vous venez de prendre place à bord du SUV Mini Countryman, nouvelle édition Longstone suréquipée. Toit ouvrant panoramique, coffre électrique, technologie embarquée, Apple CarPlay, caméra de recul et feux LED. À partir de 360 € par mois sans aucun apport et entretien inclus. Prenez le grand large. Méné. Exemple pour un Mini Countryman suréquipé 102 chevaux en LLD 36 mois sans apport, valable jusqu'au 31 mars 2019. Existe en version hybride, conditions sur mini.fr. AXA. Allô Florence, c'est votre porte-monnaie. Pardon? Votre porte-monnaie. Dites, on n'est pas aux pièces, hein, mais je voulais vous parler d'une offre qui vaut vraiment son pesant d'or. Alors je compte sur vous, hein. Dans la vie, un porte-monnaie vous dit rarement comment faire des économies. Mieux vaut compter sur AXA. En ce moment, en souscrivant plusieurs contrats, vous avez jusqu'à 4 mois remboursés sur votre contrat le plus cher. Le calcul est vite fait. Offre soumise à condition sur une sélection de contrats, voire conditions en agence et sur axa.fr/offre 234. AXA. À la fois patron, commercial et responsable SAV, il sait tout faire sans s'en mêler les pinceaux. Lui, c'est Matt. Matt ou brillant. Artisan peintre et son Citroën Jumpy avec porte latérale coulissante main libre. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Jumpy Taille M Business est à partir de 189 € par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois, 75 000 km, premier loyer 3 349 €, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 31 mars, sur réserve d'acceptation crédit par, détail sur citroën.fr. Le bord de l'abîme, c'est le nouveau thriller de Bernard Minier. Meurtre, manipulation, disparition. Ce thriller vous plonge dans l'enfer de l'intelligence artificielle. À Hong Kong, au bord de l'abîme. Un thriller qui ne ressemble à aucun autre, vertigineux, passionnant et terriblement actuel.
Le bord de l'abîme de Bernard Minier, un livre XO. Allopneu.com. Pour Pierre, la voiture, ça sert juste à se déplacer. Point. Il dit, faut qu'elle roule, et puis c'est tout. Point. Mais pour sa sécurité, Pierre veille tout de même à changer ses pneus. C'est bien, mais faut pas que ça coûte cher, dit-il. Point d'exclamation. Alors il se rend sur allopneu.com, et là, Pierre n'a qu'un mot, super. Sur allopneu.com, trouvez les pneus qu'il vous faut parmi un grand choix de marques. Et en ce moment, à l'occasion des 15 ans d'allopneu.com, jusqu'à 80 € sont offerts et 15 jours de rêve sont à gagner. Allopneu.com. Choisissez, c'est monté. Offre valable jusqu'au 16 avril, voire règlement du jeu sur le site. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé de la jeunesse, est l'invité du grand rendez-vous. Gabriel Attal, une crise politique s'est ouverte cette semaine entre le Sénat et l'exécutif, après que le Sénat a décidé de saisir la justice du cas d'Alexandre Benalla, mais surtout de quelques proches du chef de l'État, dont le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Alors, le président a parlé de démarche politique, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le contrôle exercé par le Sénat constitue une agression caractérisée contre le président, comme l'en a accusé la majorité pendant toute la semaine? Le Parlement, moi je suis très attaché à cette mission, puisque j'étais député il y a encore quelques mois, le Parlement a pour mission de contrôler l'action de l'exécutif. Et c'est ce qu'il a fait. Et éventuellement des dysfonctionnements, et de le dire. Quand il y a des dysfonctionnements, ils le disent, ils font des recommandations. D'ailleurs, cette commission avait fait des recommandations sur une amélioration des dispositifs, dont une partie d'ailleurs a été reprise, y compris au sein de l'Élysée. Ils ne sont pas là pour pointer à l'index des personnes sans fait, sans certitude et sans qualification objective. Ce qu'on dénonce, c'est que... Suspicion, il dit suspicion de mensonge. Mais une suspicion, c'est quoi en droit? Soit le Sénat, avec tous les moyens qui sont les siens, établit des choses, soit il n'en établit pas. Mais dire, on a une suspicion, peut-être que, etc. Moi, j'ai lu une partie du rapport qui a été rédigé par Valérie Létard. Il est écrit noir sur blanc. Nous ne disposons d'aucun fait qui permet d'incriminer, entre guillemets, les personnes concernées. Mais finalement, pourtant, que la justice soit saisie, c'est la justice, elle est saisie, elle travaille depuis maintenant un certain temps. Depuis l'éclatement, entre guillemets, de cette affaire, la justice, elle travaille. Le Sénat, il est là pour pointer des dysfonctionnements institutionnels. Il n'est pas là pour mettre à l'index des personnes sans preuve de leur aveu même. Et d'ailleurs, moi j'ai lu des déclarations, évidemment sous couvert d'anonymat, par peur de représailles, mais de sénateurs, les Républicains, qui disent c'est pas correct ce qui a été fait. En tout cas, c'est pas au niveau de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Vous avez des sénateurs. Les centristes qui ont dit ça plus que les Républicains. Les centristes l'ont dit à visage découvert. Je pense notamment à Hervé Marseille qui a dit que le Sénat avait été trop loin, je crois. Mais vous avez des personnes de la majorité qui sont pas à l'aise parce que la réalité, c'est que c'est pas au niveau. Et on voit bien ce qui se passe dans le pays. On voit bien qu'il y a des tensions, qu'il faut y répondre, qu'il faut essayer d'apaiser un peu les choses. Donc c'est une vraie guerre politique qui a enclenché le Sénat contre l'Élysée. Je dis que c'est pas au niveau. On prend les institutions et la Constitution comme un espèce de plateau de jeu et on engage une sorte de bataille navale ou de toucher-couler avec l'exécutif. Qui peut considérer que c'est au niveau? C'est pas ce qu'on attend. Aujourd'hui, le gouvernement, il est engagé dans le grand débat pour répondre aux attentes des Français. L'Assemblée nationale, elle examine la loi santé pour très concrètement répondre aux problèmes de santé des Français. Et le Sénat, il est embourbé dans cette espèce d'instrumentalisation politicienne qui objectivement n'est pas il est dans le contrôle, dit-il quand même. Nicolas Barré. Est-ce que tout ça pourrait avoir un impact sur la réforme des institutions? Le général de Gaulle voulait supprimer le Sénat, on ne peut pas dire que ça lui ait vraiment réussi, mais dans le grand débat, il y a eu un certain nombre de Français, 82%, qui se sont exprimés sur la plateforme en ligne et qui réclament de repenser le rôle des assemblées. Est-ce que c'est ça que vous avez en tête, et notamment en visant le Sénat? Mais ce qu'on a en tête avec ce grand débat, c'est de poser tous les sujets, y compris le sujet institutionnel. D'ailleurs, la place du Sénat, elle a été posée dans la lettre du président de la République aux Français. Donc il faut voir, on sera très attentif à la synthèse qui sera faite par les garants à l'issue du processus du grand débat. Moi, je pense qu'on a besoin, en France, dans les institutions, d'avoir un lieu de représentation des territoires. Une sorte de chambre des territoires. Donc on touche pas au Sénat ou on l'aménage un petit peu? On voit ce qu'on peut faire avec le Conseil économique, social et environnemental? Moi je pense qu'il faut tout regarder. Enfin je veux dire, on peut forcément mais une fois qu'on a tout regardé, quelle est votre position? Ce que je veux pas laisser penser, c'est que cette question-là, elle surviendrait parce qu'il y a entre guillemets ces instrumentalisations du Sénat. Il n'y a pas de question, il n'est pas question de représailles ou quoi que ce soit. Parce que nous précisément, on est confiance en Gérard Larcher qui visiblement n'a pas forcément tenu ses troupes. C'est ce que disent certains dans votre camp. Justement pour faire passer cette réforme institutionnelle? On va voir déjà ce qu'on propose et ensuite on verra comment se positionnent les uns et les autres. Moi ce que je souhaite, c'est que tout le monde soit au niveau de ce qui est attendu par les Français et de ce qui est dit par les Français. La question institutionnelle, elle est, c'est vrai, posée régulièrement dans le grand débat. Moi je l'ai entendu encore avec les jeunes.
la proposition qui revenait le plus chez les jeunes, c'est l'instauration du vote blanc. Mais sur la question de la représentation, sur la question des assemblées, il y a aussi des propositions qui sont faites. Le Premier ministre qui boude les questions au gouvernement au Sénat, c'est au niveau ? Oui, je pense qu'il fallait marquer le coup. Moi, j'étais tout à fait en ligne avec ça. Je pense qu'il c'était important de marquer. Il va revenir la semaine prochaine, rassurez-nous. Oui, je pense. Rassurer les sénateurs surtout. On ne peut pas se permettre comme ça d'instrumentaliser les institutions pour une petite bataille politicienne qui, encore une fois, pas au niveau. On aurait une situation formidable, un pays totalement apaisé. Il pourrait s'amuser à ce genre de choses, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui est attendu. Ça pourrait être une question de référendum, ça, la réforme du Sénat ? Toutes les questions peuvent faire l'objet d'un référendum. Moi, je pense que tout est ouvert. Autre sujet qui a donné lieu à quelques cacophonies, sujet des retraites, une question de Damien Fleureau. Oui, le Premier ministre et Agnès Buzyn ont mis sur la table la question de l'âge légal de la retraite pour aller au-delà de 62 ans. Puis le gouvernement a dit pas question. Jean-Paul Devoy, ce matin, le monsieur retraite de l'exécutif, le réaffirme dans le JDD. Pourquoi un tel cafouillage ? Est-ce que c'est encore un ballon d'essai dans le cadre de ce grand débat où tout le monde peut s'exprimer et puis on voit les conséquences ? Moi, ce qui me chiffonne déjà, c'est qu'on considère que la question de la retraite a été mise sur la table cette semaine. Ça fait 1 an que Jean-Paul Delevoye travaille à une réforme. Non, le départ, c'est Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui effectivement a posé la question du report de l'âge légal. De travailler plus longtemps. Je crois que c'était les termes qui ont été donnés. 62 ans. Moi, ce que je veux rappeler, c'est qu'on a Jean-Paul Delevoye, haut commissaire, qui est engagé dans un travail fondamental, un travail de fond, pour repenser totalement notre système de retraite. Donc c'est lui qu'on écoute et pas les autres. Oui, mais pourquoi on repense notre système de retraite ? Pas en se disant, comme ça a été fait avant, il faut décaler un peu l'âge, augmenter un peu la durée de cotisation. En se disant qu'on a aujourd'hui un système que personne ne comprend, avec 42 régimes. Et personne ne comprend qui a droit à quoi. Les 25 meilleures années d'un côté, les 6 derniers mois de l'autre, telle durée de cotisation, telle autre durée de cotisation. On veut simplifier pour que 1 euro gagné donne droit au même droit pour la retraite, qu'on soit dans le public ou dans le privé, etc. Et c'est ça l'enjeu de cette réforme. Et la question de l'âge est objectivement accessoire dans ce débat-là. On est sur une réforme systémique. Elle est accessoire en plus parce qu'aujourd'hui, la plupart des Français partent déjà après cet âge légal officiel. Vous avez des Français qui travaillent jusqu'à 67 ans, vous en avez qui partent à 62, je crois que la moyenne c'est 62 ans et 9 mois, donc on voit bien qu'il y a une part de symbolique. Et ce qu'a dit le Premier ministre, qui a, je crois, dit les choses très clairement. Symbolique, mais néanmoins anxiogène, parce qu'on avait cru comprendre que c'était ça, un axe fixe, le fait de ne pas bouger cet âge légal. Oui, mais je crois que le Premier ministre a réaffirmé qu'il n'était pas question de le bouger, et que Jean-Paul Delevoye l'a fait encore ce matin dans le JDD. En revanche, est-ce qu'on peut inciter des personnes qui le peuvent à travailler un peu plus longtemps, des personnes qui le peuvent et qui le veulent, est-ce qu'on peut les inciter ? Je pense que la question doit être posée. La réalité, c'est que c'est pas la même chose si vous avez commencé à 16 ans à porter des charges lourdes et que vous avez fait ça toute votre vie, que si vous avez commencé à 28 ans à travailler dans un bureau. C'est pas les mêmes situations de vie. Or, aujourd'hui, avec le système qu'on a, si vous voulez faire du cumul emploi-retraite ou une retraite progressive, vous n'avez pas de vraie incitation parce que vous ne créez pas de droits supplémentaires pour votre retraite. Je pense que des choses comme ça peuvent être regardées pour inciter des Français qui le peuvent et qui le veulent à travailler plus longtemps. Alors, le monsieur retraite du gouvernement, comme le Premier ministre, on dit on ne touchera pas effectivement à l'âge légal de 62 ans. Vous avez 30 ans. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'en 2050, l'âge légal... 2050, vous aurez l'âge légal sera toujours de 62 ans. Déjà, moi, c'est intéressant que vous me posiez cette question parce que c'est vrai que je suis jeune, que je parle beaucoup avec des jeunes, y compris dans le grand débat, et qu'objectivement, pour eux, cette question de la retraite, elle est importante. Mais la première des priorités, c'est de trouver un boulot, de trouver un logement, de pouvoir fonder sa famille et de pouvoir se construire en tant que personne. Et il y a aussi, ce qui explique aussi ça, c'est qu'il y a du trouble aujourd'hui chez les jeunes sur la question de la retraite. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent, finalement, ça ne m'intéresse pas parce que de toute façon, j'aurai pas de retraite. Moi, je veux lutter contre ça. C'est aussi ce que vous dites ? Comment ? Non, c'est pas ce que je me dis justement, et c'est pour ça que moi je soutiens beaucoup l'action qui est menée et que je me suis engagé aussi derrière Emmanuel Macron à travers cette proposition. C'est que les jeunes ils veulent pouvoir avoir une retraite. 62 ans en 2050 ? Mais j'en sais rien. On verra ce qui se passe d'ici à 2050. Il peut se passer beaucoup de choses. Et ce qui est certain, encore une fois, c'est que les jeunes ils veulent un boulot, ils veulent pouvoir travailler, de manière à peu près linéaire, parce qu'on voit que la difficulté aujourd'hui, c'est les carrières hachées, c'est les petits contrats qui aujourd'hui pénalisent pour leur retraite des personnes qui en sont victimes. On sait qu'un jeune qui rentre sur le marché du travail, ça a été démontré par des économistes, qui rentre sur le marché du travail avec un contrat précaire, c'est sans doute une précarité qui va le poursuivre toute sa vie. C'est ce qu'on appelle l'effet cicatrice. On veut lutter contre ça dès le départ, avec la formation, pour faire en sorte que les jeunes aient un emploi stable, ou en tout cas des compétences qui leur permettent une stabilité dans l'emploi tout au long de leur carrière, et que derrière, ça leur permette d'avoir une retraite. Gabriel Attal
Attal, secrétaire d'État chargé de la jeunesse, est l'invité du grand rendez-vous. On se retrouve dans un instant, on va parler européenne et service national universel. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Europe 1, bien dans son époque. Programmes originaux, émissions que vous avez manquées, avec l'appli Europe 1, dévorez nos programmes quand bon vous semble. Vous êtes plutôt branché histoire. Suivez Fabrice Dalméda au cœur de l'histoire. Dans cet épisode, direction l'Italie. Votre dada, c'est les grands récits? Christophe Ondelat vous les raconte. Après 10 jours de mer, il cesse de donner des nouvelles. Votre truc, c'est plutôt la politique? Savourez Passion Constitution avec Olivier Duhamel. Le référendum, c'est un médium brûlant. Tous les goûts sont dans la nature, tous les goûts sont sur l'appli Europe 1. Oups, pardon. Oh là là, on peut à peine se déplacer ici. Ah, il faut dire qu'on n'y voit pas grand-chose dans cette pièce sous les combles. Dis-moi, on a bien prévu de remplacer cette vieille fenêtre Velux par une nouvelle. Idée, si on en rajoutait 2 autres, la pièce serait transformée. Ah mais ça tombe bien, en ce moment Velux rembourse jusqu'à 300 € pour 3 fenêtres Velux posées dans la même pièce. Plus de lumière, c'est plus d'espace. On va être bien chez nous. Faites le plein de lumière. Incroyable. Velux rembourse jusqu'à 300 € pour 3 fenêtres installées dans la même pièce. Valable jusqu'au 18 juin 2019, conditions sur velux.fr. Salut, moi c'est Marco Tillon, et ce que j'adore c'est fêter des anniversaires. Mais chercher sans arrêt le bon cadeau, j'avoue que c'est pas du gâteau. C'est pourquoi cette année l'anniversaire que je préfère c'est celui des 100 ans de Citroën. Parce que le cadeau, c'est Citroën qui le fait en offrant 10 € de remise tous les 100 € d'achat sur les prestations d'entretien ou de maintenance. Bref, autant vous dire qu'un cadeau pareil, moi ça m'emballe. Merci Citroën. Merci. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. Viva Technologie, le rendez-vous mondial des startups et de l'innovation est de retour. Cette année encore, plus de 100 000 visiteurs venus du monde entier sont attendus du 16 au 18 mai. Dernières innovations tech, expériences immersives et rencontres avec les meilleurs start-upers et leaders internationaux. Viva Technologie, du 16 au 18 mai 2019 à Paris. Réservez votre passe à tarif préférentiel sur vivatechnologie.com. Allopneu.com. Paul et Emma souhaitent partir au printemps avec leurs enfants. Point. Mais avant, ils doivent changer les pneus de leur SUV. Point. N'y connaissant rien, virgule, Paul et Emma veulent aller au plus pratique et décident donc de se rendre sur allopneu.com. Et là, 3 petits points, c'est simple. Tellement simple. Sur allopneu.com, des conseillers vous aident à choisir vos pneus. Et pour le montage, c'est simple avec notre service à domicile. En ce moment, pour les 15 ans d'allopneu.com, jusqu'à 80 € sont offerts et 15 jours de rêve sont à gagner. Allopneu.com. Choisissez, c'est monté. Offre valable jusqu'au 16 avril, voire règlement du jeu sur le site. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Vous écoutez le grand rendez-vous de Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Une question de Damien Fleureau. Oui, Gabriel Attal, La République En Marche, votre parti devrait désigner demain sa tête de liste pour les européennes. Le scrutin a lieu le 26 mai prochain. Ce sera Nathalie Loiseau, la secrétaire d'État aux Affaires européennes. Pas de surprise possible? Moi, je pense que Nathalie Loiseau fera une excellente tête de liste pour les européennes. Donc ce sera elle. Ça sera annoncé, je ne suis pas sûr que ce soit demain, mais peut-être mardi. Il y a une conférence de presse organisée mardi, effectivement. Avec par ailleurs la liste, c'est important aussi, parce que c'est une équipe qu'on va envoyer. On parle d'un duo avec Pascal Canfin, donc l'écologiste. Moi, j'ai pas d'informations à vous... articuler comme ça la tête de liste, c'est plutôt une bonne idée? Moi, j'ai pas de questions d'informations à vous communiquer. Je pense que ce qu'il faut, c'est une équipe choc pour l'Europe. Et qu'il faut toutes les compétences pour l'Europe. Il faut une forte compétence écologiste sur cette liste. Moi, j'y crois beaucoup parce qu'on parlait tout à l'heure de la transition des modèles. On sait bien que c'est au niveau européen que ça se passe et que ce qu'a proposé le président de la République avec la Banque d'investissement pour le climat, on veut que ça marche et on veut que ça soit mis en place en Europe. Et donc, il faut une pluralité de compétences. Et dans les noms que vous citez, il y a effectivement des personnes qui en disposent. Alors, suite à l'officialisation de cette tête de liste, on devrait avoir droit à un remaniement en début de semaine. On l'annonce pour mardi, avec sans doute Nathalie Loiseau qui sortira du gouvernement. Peut-être aussi Benjamin Griveaux, porte-parole, qui lui a envie de partir au combat à Paris. Et votre nom circule beaucoup, Gabriel Attal. Est-ce que cette émission est un test, un petit peu comme il y a eu un test avec Nathalie Loiseau et son affrontement avec Marine Le Pen? Est-ce que vous pourriez avoir le portefeuille de porte-parole du gouvernement dès mardi?
Je suis très flatté de ce que vous me dites. Moi, je suis au gouvernement depuis 5 mois et j'ai des sujets qui me mobilisent énormément, qui m'intéressent énormément sur la jeunesse, sur les associations, sur le service national universel. Par ailleurs, vous pourriez l'avoir en plus, le porte-parole. Moi, j'estime que, en tant que membre du gouvernement, c'est aussi notre devoir d'aller sur des plateaux, y compris pour défendre la ligne globale du gouvernement et l'action globale du gouvernement. Donc vous avez déjà toutes les qualités pour être porte-parole. Et je vous remercie de m'avoir permis de le faire. Mais donc, non, au contraire, je fais déjà ce travail-là et je suis ravi de le faire. Et moi, je cours pas après les titres, donc je suis absolument pas en demande de quoi que ce soit. Mais vous l'accepteriez si on vous le proposait? Donc en attendant, vous êtes en charge notamment du service national universel. Dans quelques mois cet été, il sera expérimenté dans 13 départements. On attend 3000 jeunes. La campagne de recrutement qui s'adresse à des élèves qui sont aujourd'hui en 3e a débuté début mars. Qu'est-ce que vous avez comme retour? Est-ce que les jeunes sont intéressés par ce service national universel? Oui, il y a un vrai intérêt des jeunes. Il y a un intérêt des jeunes parce que je pense qu'ils font les mêmes constats que tous les Français. C'est qu'on a eu raison à l'époque de suspendre le service militaire, mais que l'erreur, ça a sans doute été de le remplacer par rien. Et qu'il faut ce moment de creuset républicain, de mixité, de brassage, où il y a par ailleurs un certain nombre de formations devant des risques qui ont évolué, et que les jeunes sont très intéressés par ce projet. Ils sont intéressés aussi parce qu'on l'a construit avec eux, parce qu'on a mis en place une consultation numérique. 50 Alors vous en avez jeunes, combien là qui sont prêts à y aller là, aujourd'hui, ça fait à peine 2 semaines, je crois qu'on a lancé les inscriptions. On a 1500 jeunes qui se sont déjà inscrits. Ça veut dire qu'on a les 3/4 des places qui sont déjà pourvues. Il reste 3 semaines pour se porter candidat. Parce que le service militaire, finalement, il y avait un caractère obligatoire, même s'il pouvait y avoir des passe-droits. Mais quel profil ces jeunes? D'où viennent-ils? Il y a une pluralité de profils. Bon, déjà, ils viennent des 13 départements concernés, qui sont des départements pilotes. Ensuite, moi, dès le départ, j'ai dit avec Jean-Michel Blanquer aux recteurs et aux préfets, aux délégués militaires départementaux, qu'on souhaitait avoir une diversité de jeunes dans les volontaires. Ce qui veut dire qu'on va chercher des volontaires qui peut-être spontanément n'auraient pas candidaté. Parce qu'on sait que quand on met en place un dispositif sur la base du volontariat, et qu'on s'en arrête et qu'on en reste là, il y a toujours un biais. C'est les personnes qui ont l'information, à qui on conseille d'y aller, qui y vont. Donc on va chercher des volontaires via les missions locales, via les MJC, via un certain nombre d'institutions. Autant de garçons que de filles aujourd'hui? Comment ça se passe? Oui, autant de garçons que de filles. C'est vrai que moi j'ai vu un très fort intérêt des jeunes filles. Avant qu'on lance les inscriptions, j'étais très marqué par des rencontres dans des établissements où il y avait beaucoup plus de filles que de garçons qui étaient volontaires. Et alors pourquoi elles ont des demandes particulières à travers cet engagement? Oui, déjà il y a une forme de, non pas de revanche, mais l'ouverture d'un dispositif qui remplace dans une certaine mesure un dispositif qui auparavant était réservé aux hommes. Elles ont envie d'y aller, quoi. C'est ce que j'ai mesuré. Et puis il y a des demandes particulières. Dans la consultation numérique que j'évoquais, par exemple, il y avait une demande très forte qu'on n'avait pas forcément anticipée, qui venait des jeunes filles dans tous les territoires et dans tous les milieux sociaux, une demande de modules de formation à l'autodéfense, à la self-défense. Donc ce que je peux vous annoncer d'ailleurs ce matin, c'est qu'il y aura dès la phase pilote du service national universel un module de self-défense et d'autodéfense pour elles. Voilà, ça durera combien de temps ces phases de... La première phase qui sera à terme obligatoire, c'est 1 mois. 1 mois obligatoire, en 2 fois 15 jours. 15 jours de cohésion où les jeunes seront dans une autre région, avec des jeunes qui viennent d'autres régions, dans un lieu d'hébergement collectif, et où ils auront un certain nombre de modules sur la protection, par exemple, comment réagir face à une catastrophe naturelle très grave ou un accident très grave, comment on met en place un poste de secours, comment on intègre un poste de secours, comment prodiguer les gestes de premier secours. On est très en retard en France sur cette question. Les pays nordiques, il y a 80% de la population qui sait réagir. En France, c'est l'inverse. 80% de la population ne sait pas comment réagir face à une telle situation. Comment on se protège face à un attentat terroriste, comment on protège les autres. Des modules aussi sur les valeurs de la République, les institutions. Très important aussi de les rappeler dans une forme un peu différente de ce qui se fait à l'école, c'est-à-dire avec beaucoup de simulations, de jeux de rôle, de débats. Vous avez désormais tous les formateurs pour ça? Oui, les formateurs, il en reste quelques-uns à recruter, mais on n'a pas de difficulté pour... Et très concrètement, donc ce sont 2000 à 3000 jeunes qui vont quitter leur département, leur région. C'est l'État qui prend en charge leur déplacement. C'est un peu comme les appelés qui prenaient le train et qui partaient ailleurs. Oui, d'ailleurs les jeunes, on les appelle les appelés. Et évidemment, il n'y a pas de reste à charge pour les jeunes dans le cadre du service national universel. Tout est pris en charge.
et les jeunes auront une mobilité, ils changeront de région. Et je rappelle que dans les 13 départements pilotes, il y a aussi la Guyane, ce qui veut dire qu'il y a 150 jeunes de Guyane qui vont venir en métropole dans les 12 départements de métropole, et inversement, des jeunes de métropole qui vont aller faire leur service en Guyane. C'est important ce brassage. C'est important aussi pour faire découvrir des choses et faire tomber des représentations. Il y a beaucoup de représentations aujourd'hui qui stigmatisent des territoires. Je pense notamment aux territoires ruraux. Et ça va permettre aussi de donner à voir que dans tous les territoires, il y a une jeunesse qui est active, il y a des opportunités économiques, des opportunités en matière de formation. Le drame en France, c'est que beaucoup de jeunes naissent et grandissent dans des territoires en n'ayant que ce territoire comme horizon. Et nous, ce qu'on veut, c'est élargir le champ des possibles des jeunes, leur montrer qu'il y a plein de possibilités, plein d'opportunités pour eux, peut-être dans un autre territoire, et inversement, qu'il y a des jeunes qui pourraient venir dans leur territoire profiter de ces opportunités. Et tout est pris en charge, vous dites, jusqu'à la tenue vestimentaire, alors pas de kaki militaire, mais un uniforme, il y aura bleu, blanc, rouge qui va être choisi dans quelques jours là. Il y aura une tenue commune pour les jeunes. Moi, j'ai souhaité qu'elle soit faite par les jeunes. Donc j'ai lancé un concours dans 13 lycées professionnels qui ont une filière mode, design. Les couleurs de la République, les valeurs de la République seront très présentes dans l'uniforme. C'est ce qui a été donc il y aura du bleu, blanc, rouge. Demandé. Il y aura du bleu, blanc, rouge. Il y aura un logo, un insigne que les jeunes ont imaginé, qui sera présent aussi. Il pourrait y avoir d'autres éléments. Une devise pour le service national, peut-être un élément qui permet d'identifier le numéro de la compagnie des jeunes, puisqu'ils seront dans des compagnies. C'est quelque chose, c'est une tenue qui est importante parce que d'abord, elle doit fédérer vraiment pendant les 2 semaines ces jeunes, mais aussi parce qu'ils pourront la garder après. Et quand je disais tout à l'heure qu'on allait former toute la jeunesse aux enjeux de protection civile, de réponse face à des crises, l'objectif c'est d'arriver demain à une société où s'il se passe quelque chose de très grave, les jeunes qui auront été formés par leur service national, ils ouvrent leur placard, ils mettent leur polo du service national universel, ils descendent dans la rue et ils savent se reconnaître entre eux pour réagir et pour apporter les premiers secours aux sinistrés. Donc ce sera validé, cet engagement sera validé par sinon un diplôme, en tout cas une attestation comme quoi ils ont fait ce service national universel et qu'ils sont à même d'être opérationnels dans un certain nombre de cas. Oui, bien sûr, on travaille avec le ministère de l'Intérieur, des réseaux de protection civile pour pouvoir attester de cette formation. Il y aura aussi une attestation assez symbolique puisque la phase de cohésion se terminera par une cérémonie républicaine présidée par le préfet sous les couleurs de la République. Donc oui, il y aura cette attestation qui sera faite. Il y aura aussi des formations qui seront faites sur les éco-gestes, sur la protection de l'environnement. On sait que c'est une demande très forte aussi des jeunes de pouvoir maîtriser les outils pour protéger la planète. On travaille aussi beaucoup avec des réseaux associatifs pour ça. Pour l'instant, c'est volontaire et à petite échelle. Ça pourra devenir obligatoire à terme ? Oui, bien sûr. Ça a été annoncé, c'était un engagement de campagne du président de la République, c'est que ça soit obligatoire à terme et que ça concerne tous les jeunes. Quand on dit universel, c'est tous les jeunes. On a fait travailler un groupe de travail présidé par le général Daniel Menaouine, qui a proposé un scénario de montée en puissance qui va jusqu'à 2026. Moi, j'ai dit quand j'ai été nommé que je souhaitais qu'on regarde dans quelle mesure on peut aller un peu plus vite, voir si on peut gagner quelques années. Et en fait, c'est la phase pilote de juin prochain qui nous dira beaucoup de notre capacité à faire. Avec un coût final estimé à combien? On voit à peu près toutes les estimations, ça va de 1 à 3. Pour l'instant, même l'expérimentation, est-ce qu'elle est vraiment financée? Dans le budget 2019, on n'a pas bien compris quelle était la ligne budgétaire qui concernait cette expérimentation. Vous l'avez dit, on a vu toutes les estimations. Vous dites de 1 à 3, ça va même jusqu'à 7, voire 10 milliards quand certains, politiquement, essayent de dézinguer, entre guillemets, le projet en expliquant que ça va coûter énormément d'argent. Alors vous l'évaluez à combien? Politique. Ce que je disais à l'instant, c'est que la phase pilote, elle va nous servir à tester nos modes d'organisation, à tester un certain nombre de choix. Je donne un exemple. On est parti pour la phase pilote avec un taux d'encadrement des jeunes extrêmement élevé. Il y aura un encadrant pour 5 jeunes. Quand on connaît un peu l'accueil collectif de mineurs, en moyenne, à cet âge-là, c'est plutôt 1 pour 12, voire 1 pour 14. Donc on a fait un certain nombre de choix comme cela. Ces choix, ils demandent à être validé à l'occasion de la phase pilote. Et en fonction de ce qu'on décidera, ça aura un impact sur le budget. Mais on est très en deçà, on sera très en deçà, je vous rassure, de ce qui a pu circuler. On sera probablement plus proche du milliard ou du milliard 5 que des 3 ou 7 milliards. Tout simplement parce qu'on est pragmatique, on est économe de nos moyens, on s'appuie sur des infrastructures qui existent, on ne va pas recréer des centres pour héberger des jeunes, des casernes. Donc tout ça est extrêmement pragmatique. Ce que je veux dire aussi, parce que le président de la République a toujours été clair sur ce point, c'est que le service national, c'est pas un coût, c'est un investissement. Parce qu'à l'occasion de ce service national, on va permettre à tous les jeunes d'accéder à un bilan de santé. Et on sait que quand on détecte tôt
une pathologie, avant qu'elle s'aggrave, ça fait des économies pour la sécurité sociale parce qu'une pathologie grave, ça coûte plus cher. Ça va permettre de prévenir le décrochage. Il y a 100 000 jeunes chaque année qui décrochent, qui quittent le système scolaire sans emploi, sans formation, sans diplôme. L'objectif, c'est avec le service national, parce qu'il y aura des modules, des contacts. Il y aura des remises à niveau. De prévenir ça, de les mettre dans un parcours de formation. Au moment où on met 15 milliards sur la table pour la formation, un décrocheur, en moyenne, en accompagnement, aujourd'hui, c'est 230 000 euros par jeune. Donc on voit bien que là aussi, il y a des économies à terme pour la société, en plus du fait que c'est bon pour les jeunes qui ne décrocheront pas. Gabriel Attal, vous avez 30 ans, c'est trop tard pour vous, le service national universel? Alors je ne suis pas dans la borne d'âge, effectivement, puisque c'est des jeunes de 15-16 ans. Ce que j'ai annoncé, c'est que je mets en place une réforme pour la jeunesse qui, à terme, sera obligatoire, concernera tous les jeunes. Je suis encore à peu près jeune, même si j'ai eu 30 ans la semaine dernière, donc j'ai passé une barrière. Donc j'irai faire mon service national avec eux en juin prochain. Je revêtirai dans les 13 départements la tenue et je ferai